faut revoir les bases, revoir les bases, revoir les bases. Ok? Il y a des gens confirmés sur la chaîne, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui ne connaissent rien. Ok? Moi, je suis là pour tout le monde. Ok? Pas de distinction, pas de couleur de peau, pas de religion, pas de politique. Vous le savez, surtout avec moi. Voilà. Plus sérieusement, on repart de zéro, mais voilà. Il faut répéter les choses, vous le savez. Méthodologie, pratique, hein, tactique, procédure, technique. Tout ça, c'est vraiment les bases. Ok? Donc, je vous ai un peu parlé de la méthodologie de test d'intrusion qu'on appelle PTES, hein, Penetration Testing Execution Standard. On va revoir les bases. Je vous ai fait l'introduction au Pentest Framework qu'on appelle PTF. Je vous ai parlé du pré-engagement. Alors ouais, c'est pas super intéressant. Il y a des gens qui veulent juste découvrir le hacking, qui veulent pas forcément travailler dans le métier. Euh, Prochaine série de vidéos sur le Pentest Framework, là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir comment mener un engagement. Donc passer à la théorie, mais la théorie vue en pratique. Donc ça sera un petit peu plus intéressant que les 4 ou 5 vidéos que je vous ai faites sur le pré-engagement, où on parle facturation, client, communication, etc., etc. Je vous avouerai que c'est la partie la moins sexy, mais malheureusement, si vous voulez être en freelance, vous travaillez dans une boîte et après vous allez prendre un peu de grade, il faudra gérer tout ça, la partie contractuelle, la partie juridique, le cadre légal, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Nmap, et je vous dis toujours, première phase, c'est quoi? C'est la reconnaissance, ok? C'est l'énumération, la numérisation, certains parlent. Techniquement, c'est notre phase de recueil d'informations, de collecte d'informations. On veut connaître notre surface d'attaque. Pour rappel, la surface d'attaque, c'est-à-dire l'ensemble des services qui sont en cours d'exécution sur un ordinateur distant. En analysant la surface d'attaque, je vais peut-être pouvoir trouver des vecteurs d'attaque. Les vecteurs d'attaque, le principe de vecteur, c'est chaque vecteur va me permettre de pouvoir faire une attaque, une cyberattaque, ok, en utilisant des failles présentes, soit des failles matérielles, soit des failles logicielles. Ok, nous 98% du temps, ça sera des failles logicielles, des mauvaises configurations sur le serveur, etc., etc. Donc c'est important de comprendre tout ça, pourquoi elles sont utiles pour nous si on doit faire des tests d'intrusion. Et voilà, se rappeler que les analyses Nmap, vous avez un paquet de paramètres. Certaines peuvent être détectées et bloquées en fonction qu'il y ait un pare-feu ou pas qui soit mise en œuvre. Donc, introduction Nmap, je vous ai fait des cours et des cours et des cours et des cours. Allez voir ma playlist réseau, mais on va revoir. Donc, c'est un outil open source extensible et surtout gratuit. Nmap est l'un des standards de l'industrie que tout le monde devrait avoir dans sa boîte à outils. Nmap est capable de quelques éléments essentiels dans les étapes de collecte d'informations d'une méthodologie de test d'intrusion telle que la lampe PTES. Vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Je vous mettrai de toute façon le lien comme d'habitude, si j'oublie pas, euh, dans la description de la vidéo. Voilà, ok. Donc moi, qu'est-ce que je vous ai fait? La première partie, je vous ai tout traduit sur le pré-engagement, ok? C'était mes vidéos un peu techniques, mais voilà, j'ai mélangé un petit peu mon expérience avec les cours qui vous donnent sur le pré-engagement au niveau de l'interaction. Prochaine étape, on verra l'intel gathering, donc le recueil d'informations, le threat modeling, analyser la menace et la modéliser, le VA, je vous en ai parlé, Vulnerability Assessment ou Vulnerability Analysis, l'exploitation, typiquement comment je vais avoir mon foothold et pouvoir mettre en œuvre ma cyberattaque via des techniques, des tactiques, la post-exploitation, exfiltration des données, évasion, persistance, et enfin le reporting pour le client. Donc on verra tout ça plus tard. N'hésitez pas, quand vous avez des doutes, à aller voir. Là, je vous parle tout le temps de méthodologie. Mais qu'est-ce que le PTES, c'est un quadriciel. Je vous ai dit, on se base. Il y a des gens qui étaient là avant vous, qui ont réfléchi à tout ça, et c'est une norme que vous devrez utiliser pour faire vos engagements. Ça vous aidera. C'est vraiment
un guide technique, hein, et aussi en termes de pensée, de mindset, comment on exécute un test d'intrusion. Mais ça, on verra plus tard. Je reviens en arrière. Je sais pas pourquoi, ouais, il m'a fait sauter mon truc, non. Ok, on va le dégager. Et revenons à nos moutons. Donc, pour rappel, hein, Nmap va nous permettre de faire du host discovery, donc de la découverte de hôtes, de la découverte de vulnérabilité également, découverte de services et d'applications qui tournent sur le serveur, sur le réseau qu'on va venir scanner. Ok, donc on va revoir encore les bases, hein, de prise en main de Nmap, la syntaxe, ok, les différences TCP, UDP, hein, donc pour rappel, un TCP, on va venir vérifier les communications, c'est ce qu'on appelle une poignée de main en 3 étapes, une three-way handshake, et pour rappel, c'est ce qu'on appelle le SYN, SYNAC, ACK, ok, SYN, SYNAC, ACK, en 3 mots. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que soit on fait du connect scan, ok, dans ce cas-là, c'est un ST classique, et je vous avais expliqué qu'on pouvait faire du syscan, hein, le syscan qui est plus furtif, puisque la dernière requête, hein, on va pas faire du SYN, SYNAC, hack, on va faire du SYNAC, du SYN, SYNAC, RST, reset. Donc là, l'ordinateur va attendre notre communication, et là, on va lui mettre un vent, on va envoyer un paquet RST, qui va lui dire, bah écoute, je reset la communication, je la réinitialise. Donc lui, bah il va attendre, on va lui faire la mort. Ok, donc on sera beaucoup plus discret. Donc l'analyse SYN, SS, hein, comme je vous disais, la plus favorable, il vous faut le sudo ou être root. Ok, ça ne marchera pas si vous tapez nmap tout court, il faudra faire un sudo nmap. Et donc il faut ses privilèges, hein, et elle est un petit peu, comment dire, spéciale, ok, puisqu'elle ne remplit pas, comme je vous le disais, la poignée de main à 3 voix. Elle se produit autrement, hein. Une fois qu'on a le SYNAC, on a, comme je vous le disais, un paquet RST. Vous voyez, j'invente rien, qui est envoyé par l'autre à partir duquel nous analysons, sans jamais terminer la communication. Donc ça devient un SYNAC ouvert, RST fermé, tentative multiple fermée. Ok, donc c'est la méthode la plus favorable car Nmap peut utiliser toutes les informations recueillies tout au long de la négociation pour déterminer l'état du port en fonction de la réponse. Ok, donc c'est SYNAC, je vous ai dit fermé, RST, SYNAC ouvert, RST fermé et tentative multiple, ça sera filtré. Ok, il y a un pare-feu en place. Donc selon ça, mais il y a aussi moins de paquets qui sont envoyés sur un réseau, donc il y a moins de chances d'être détecté. Celle-là, hein, c'est ce qu'on appelle du stealth scan, ok. On va utiliser le SYN. Pourquoi? Parce que je commence toujours par un SYN, vu que quoi? Ben, on fait du TCP, donc c'est du SYN, SYNAC, ACK, et furtif. Pourquoi furtif? Bah justement, parce qu'on envoie moins de paquets. Moins vous envoyez de paquets sur un réseau, plus vous serez furtif. Hein, c'est ce qu'on appelle le bruit. Ok? Donc contrairement à une analyse SYN, les privilèges d'administration sont pas nécessaires pour l'analyse, je sais pas de quoi il parle. Je pense qu'il parle de la classique. Je sais pas pourquoi c'est dans le désordre. Ils doivent parler du Connect Scan, du ST. Ok. C'est le résultat de l'utilisation de l'API Berkeley Socket. Donc ça, je vous en ai parlé brièvement. Et qui va être devenir la méthode standard de communication de services tels que les applications web avec un système d'exploitation. En raison de l'envoi de plus de paquets par Nmap, donc la ST à la place de la SS, cette analyse est plus facile à détecter et prend plus de temps à compléter. Hein. De plus, comme la poignée de main à 3 voix, elle se termine comme s'il s'agissait d'une connexion normale et elle peut être enregistrée beaucoup plus facilement par les systèmes de défense. Alors, je vérifie parce que TCP scanning, SYN scanning, connect scan. Ouais, donc ils l'ont mal traduit. C'est bien. Analyse de connexion, c'est la connect scan. Ok. Donc voilà, hein, privilégier tout le temps la SS à la ST. Ok. Quand on fait un capture de flag, ok. Dans la vraie vie, on fera jamais un connect scan. Minimum, on fait une SS. Ok. Et après, je vous ai dit, je vous ai donné des cours. Il y en a encore plus furtives qui vont avoir une un emploi très spécifique. Mais là, je rentrerai pas dans les détails.
Donc, on a aussi ce qu'on appelle des timing templates. Hein, si on doit les traduire, on va appeler ça, oui, modèle de chronométrage. On a le fameux T. Alors ça, c'est important à retenir. Ok, ça va déterminer les performances de Nmap. Vous verrez très souvent euh, pour les CTF, on fait du T4. Ok, ça suffira car la furtivité n'est pas aussi critique. Donc nous, en capture de flag T4. Ok. Pour le reste, dans la vraie vie, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc c'est ce qu'on parle. On parle d'agressivité au niveau du scan. Ok. Donc on a quoi? On a 6 profils. De 0 à 5, ça fait 6 profils. Pour modifier la vitesse, en fait, à laquelle Nmap scan. Ok. T0, le plus furtif. Retenez ça, ce profil scanne un port toutes les 5 minutes. Donc vous imaginez, 5 minutes par port, 65 535 ports, 536 même j'ai envie de dire. Voilà, vous allez passer une journée à scanner la machine. Ah, vous serez énormément furtif, ok. Mais des fois, dans un test d'intrusion, eh ben, ça sera nécessaire, ok. Le T5, bah, c'est le plus agressif, hein, par opposition, et le plus susceptible d'être inexact. Donc vous savez que dès qu'on s'attaque à un réseau, hein, vous pouvez faire ce qu'on appelle du flooding, ok. Vous allez envoyer tellement de paquets à la machine que ça va créer des faux positifs. Ça va nuire à la précision de vos analyses de scan de port. Non seulement ça, mais vous pouvez commencer à impacter la machine, faire du DOS, du déni de service. La machine va être floodée à cause d'un nombre de requêtes trop importante. Et du coup, bah, ça peut être la carte réseau qui commence à bugger, ça peut être la RAM qui va être consommée parce que trop de requêtes à supporter, ça peut être des cycles CPU, etc., etc. Mais vous allez mettre à mal la machine. Ok? Donc, c'est parce que le T5 n'attend que 3 secondes, enfin 0,3 secondes, ok? Donc 300 millisecondes, 333 millisecondes pour être précis, puisque 1000 millisecondes, c'est une seconde, ok? Rappelez-vous ça, on parle rarement en secondes, quand on parle de réseau, on parle en millisecondes, ok? Mettez-vous dans la tête que 333 millisecondes, c'est 0,33 secondes, ok? Et 0,33 plus 0,33 plus 0,33, ça fait 0,99 secondes. On est presque à une seconde. Vous m'avez compris. Ok? Donc techniquement, 0,3 secondes, c'est quoi? C'est 0, combien? 3333. Ok? Et encore. Enfin voilà. De toute façon, c'est un flottant. Vous trouverez jamais l'exactitude. On divise par 3. Mais grosso modo, c'est ça. 0,3333, c'est un tiers de seconde. Ok. Donc, on a différents types de scans, comme je vous le disais, l'utilisation des ressources d'un serveur distant. Hein. Eh ben oui, en effet, plus l'utilisation est élevée, plus il est lent d'envoyer une réponse à une map. Hein, donc vous allez le floader et la qualité de la connexion, naturellement. Si vous avez une connexion lente ou instable, eh ben vous risquez de manquer des réponses si vous envoyez plusieurs paquets à la fois. Ok. Donc typiquement aussi, hein, si on a de la fibre, on a du câble, ok, on peut se permettre d'envoyer des requêtes un peu plus nombreuses. À l'inverse, si vous avez de la DSL, vous êtes avec un Wi-Fi merdique, si vous utilisez un partage réseau de téléphone, ok, et qu'il y a de fortes chances que vous ayez des pertes de paquets ou bah, de l'instabilité momentanée au niveau de votre ligne, bah, il faudra être patient, ok, puisque ça peut fausser tout ça. Donc d'une manière générale, vous devrez utiliser des profils peu agressifs pour des scénarios réels, c'est ce que je vous disais. Cependant, dans un environnement de lab, hein, de laboratoire, donc quand on fait nos CTF, où le bruit n'a pas d'importance, hein, vous voyez que je vous raconte pas des cracks, hein, tout ça c'est des termes qu'on utilise au quotidien, le bruit. Les profils très agressifs s'avèrent être les plus rapides. Pour la perspective, Nmap utilise T3, hein, si aucun profil n'est fourni. Dans une situation de pentest, vous serez plus enclin à utiliser une valeur inférieure. Par exemple, dans un environnement de lab, une valeur plus élevée, T4 suffira. Ok. Donc, on commence, hein, valeur médiane, on va dire c'est T3, et en situation réelle, on fera plutôt du T2, du T1 ou du T0. Ok. Donc voilà. Ensuite, Nmap, c'est pas qu'un scanner de mort. C'est aussi NSE. NSE, c'est quoi? C'est le
Nmap Scripting Engine. Ok? Grosso modo, c'est des plugins qui sont ajoutés, des scripts qui vont permettre d'automatiser beaucoup de choses, hein. À chaque fois qu'on fait SV, hein, je vous ai dit, c'est quoi? C'est service et version. Eh ben, en fait, le service version, grosso modo, hein, vous voyez que vous en avez un paquet, allez voir la documentation de Nmap, eh ben, c'est un script qui va venir énumérer le service et la version. Ok? Mais c'est pas le scanner de port en soi qui le fait. Le scanner de port, il nous dit juste les ports qui sont ouverts, tel port, tatati, tatata. C'est grâce au script Nmap qu'on peut avoir plus de détails. Ok? Et non seulement on va pouvoir faire du fuzzing, on va pouvoir exploiter. Si jamais bah, il y a des failles, on peut demander à Nmap d'attaquer directement la machine. Ok? Parce que très souvent on croit que Nmap c'est juste pour scanner la, les ports de la machine. Non, non, vous pouvez faire de l'offensif avec Nmap, ok? C'est vrai que je vous le montre que très rarement, hein. Je ferai des cours d'ailleurs là-dessus, comment utiliser NSE pour pirater directement une machine, ok? On scanne, on détecte des failles, on attaque. Et ensuite l'exécution brute, hein, c'est technique de force brute, ok? Et bah, vous voyez, hein, il va falloir aussi creuser de votre côté parce que voilà, si je dois faire des vidéos sur les 603 scripts de Nmap, c'est comme vous expliquer les 18 000 scripts de Metasploit. Ok, c'est à vous après d'aller creuser. Moi, je vous donne les bases. Euh, Après, c'est à vous de faire le taf, à vous de creuser, à vous de comprendre. Ok, moi, je suis juste là pour vous aider. Mais après, je vous ai dit, le travail, c'est à vous de le faire. Ça prendra du temps et voilà, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous pensez que vous allez être bon en 2 semaines, c'est mort. Ok, laissez-vous quelques années. Et je suis poli. Donc, on va focaliser sur un script, hein, parmi la liste des 603. C'est quoi? C'est du FTP. Ok? Je veux attaquer un serveur FTP, hein, qui s'appelle quoi? Pro FTPD. Ça existe, ça? Connais pas? Je fais une recherche. Casse-toi, toi, avec ton lien. Hop là. Ah, documentation Ubuntu. Pro FTPD est sûrement l'un des meilleurs serveurs FTP disponibles. Ok? Donc n'hésitez pas, quand vous connaissez pas, hein, faites du recueil d'informations, faites de l'OSINT. Je vous ai dit, avant de lancer une attaque, il faut se renseigner sur les technologies, sur les services, et puis quand on débute, on peut pas tout savoir, hein. Et enfin, je veux dire, et même après des années, vous vous apprendrez tous les jours. C'est pour ça que la cybersécurité, c'est vraiment un métier, contrairement à d'autres métiers où une fois que vous savez un petit peu, vous n'allez pas trop évoluer au sein de votre travail. La cybersécurité, le hacking, les techniques changent tout le temps. Ok? Donc vous pouvez vous baser sur les 30 dernières années, ça va vous donner, allez, 75% du boulot, mais les 25% restantes, c'est apprendre les nouvelles technologies, apprendre les nouvelles tactiques, les nouvelles techniques, les nouvelles cyberattaques. Ok? Ça change constamment. Vous allez jamais vous ennuyer. Ok? Par contre, un gars qui fait du secrétariat ou de la comptabilité toute sa vie, bah, au bout d'un moment, il va être un peu blasé, parce qu'il fait tout le temps la même chose. Si vous baissez dans ce métier, vous ferez jamais la même chose. C'est ça qui est bien dans ce boulot. C'est pour ça que c'est gratifiant. Et puis, c'est un challenge intellectuel, hein, encore une fois. Et ça paye bien. Voilà, bref, revenons à nos moutons. FTP, Pro, FTPD, Backdoor. Ok? Donc le script tente d'exploiter un service FTP, Pro, FTPD, ça c'est, on l'a vu, un serveur FTPD, ça, voilà, Unix, ok? Et vous savez qu'on a plein de versions. Donc le FTP n'est pas chiffré, hein. Si on veut le chiffrer, on fait du Seeker FTP, comme on fait du Seeker Shell. Ok, donc ça sera du SFTP. Donc ça, c'est pas chiffré, mais visiblement, c'est le meilleur serveur FTP. Ok, donc on ira voir, je vous mettrai les ressources aussi, si vous voulez creuser. Donc, imaginons que quoi? Que j'ai déjà fait un scan sur la machine, que Nmap m'a dit quoi? Écoute, il y a le port FTP qui est ouvert, port 21 par défaut, à retenir. Qu'est-ce que je peux lui dire? Eh ben là, je peux lui dire, écoute, Nmap, script, le nom du script, le port et l'adresse IP à nouveau.
Et là, c'est plus un scan de port, ok? Là, je dis à Nmap de lancer un script offensif. Pourquoi? Pour chercher une porte dérobée sur le serveur pro FTPD, serveur FTP, sur le port 21 à telle adresse IP. Ok? Donc on peut vraiment, vous voyez, qu'on peut attaquer. Hein. C'est pas uniquement un scanner de port. Donc, type d'analyse supplémentaire, on va les revoir brièvement. Hein. Donc là, on a vu un peu le TCP hein, de Nmap, mais vous avez également des combinaisons. En fait, on peut varier et ça va être extrêmement utile pour notre phase de collecte d'informations. Ok. Donc les XXX, pensez que on les remplace naturellement hein, par l'adresse IP, mais on a le grand A, ok, qu'on utilise souvent, qui va analyser l'hôte pour identifier les services en cours en les faisant correspondre à la base de données Nmap avec la détection du système d'exploitation. On a le grand O, ok? Ça va permettre d'analyser l'hôte pour récupérer et effectuer la détection du système d'exploitation. On a le petit p, je vous ai dit, c'est les ports, hein, et je peux utiliser des plages. P-22, j'analyse le port 22. 10-100, j'analyse -p espace 10-100, j'utilise les ports de 10 à 100. Ok, c'est une plage, un range, un intervalle. Ok, et je peux faire le fameux -p-. Là, j'utilise les 65 536 ports. Ok, et le fameux SV hein, qu'on utilise très très souvent, ça va analyser le load à l'aide de TCP et effectuer une empreinte de version. Ok, et vous inquiétez pas, comme le A, hein, très souvent ça vous donnera le système d'exploitation. Comme le O, très souvent ça vous donnera également le système d'exploitation. Ok, donc comment on peut se défendre? Parce que ça c'est la partie offensive. Comment on peut se défendre? J'ai un abonné qui me demandait, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, moi je fais pas trop de blue teaming, mais va voir Snort, va voir Suricata. Ok? C'est ce qu'on utilise en blue teaming, c'est en open source, il y a plein d'autres solutions, mais celles-ci sont gratuites, et typiquement on a des pare-feux, hein, type pfSense, ok? Et on va pouvoir charger ces IDS, ces IPS, ok? Vous me voyez tout le temps parler de ça, on parle de détection d'intrusion, ça c'est les IDS, et de prévention d'intrusion. Les systèmes de prévention d'intrusion, c'est des IPS, ok? Ou des fois, vous aurez des HIPS, ok? C'est une version un peu plus améliorée, ok? IPS en informatique, ok? Host-Based Intrusion Prevention System, système de prévention d'intrusion basé sur l'autre, ok? Donc, on a plein de technologies hein, pour empêcher, et nous, en tant qu'attaquants, ça va être de contourner tout ça, ok? Mais là, on va voir la partie blue, hein, défense, blue teaming. Donc, la pratique de la sécurité par l'obscurité ne fonctionne pas ici. Hein. Vous savez que cette technique, grosso modo, c'est de faire comme Apple, Microsoft, Intel et d'autres, c'est de dire, écoutez, moi, je te donne pas mon code source, ok? Je ne donne pas les références du hardware ou des logiciels de mon code source. Donc, si jamais tu veux attaquer ma technologie, ma propriété intellectuelle, hein, je vais faire de la sécurité par l'obscurité, il va falloir, la rétro-ingénierie va être extrêmement compliquée, ok? Puisque tu n'auras pas de documents pour essayer de faire de l'ingénierie inverse, ok? À partir de là, ça va être compliqué, et comme il y a que moi qui connais les process et la technologie que j'offre à mes clients, grosso modo, les hackers, enfin les pirates, les méchants pirates, pardon, pas les hackers, ne pourront jamais trouver la solution. Ok, mais ça a été prouvé hein, dès le 19e siècle. On a prouvé à la fin du 19e siècle que ce schéma de pensée était complètement biaisé. C'est ce qu'on appelle en psychologie un biais cognitif. Ok, puisque il faut être sacrément culotté pour croire que comme Intel, comme Apple, comme Microsoft, ok, la partie adverse n'est pas assez intelligente et que ils ont la primauté sur quoi? Sur les meilleurs ingénieurs, les meilleurs cerveaux. Donc comme eux ont les meilleurs cerveaux, le reste du monde, le reste du monde ne pourra pas trouver. Ok? Donc vous voyez que c'est complètement stupide. C'est pour ça qu'il y a autant de failles là-dedans.
Hein, il y a beaucoup de failles dans le monde de l'open source. Mais l'open source, au moins, vous pouvez faire de la rétro-ingénierie. Vous pouvez lire le code source. Hein, vous pouvez corriger les bugs. Ok? Donc, honnêtement, c'est de la pure connerie. Mais vous voyez qu'il y a plein de boîtes, hein, qui travaillent en close source, qui font pas d'open source. Donc, bien qu'il puisse sembler logique de tenter de masquer un service en changeant son numéro de port, je vous l'ai toujours dit, hein, tu vas mettre ton port SSH 22 ou 2222, honnêtement, c'est pas ça qui va arrêter un hacker. Ok? Le service sera toujours via du fingerprinting, via une analyse map détectée. Ok? Je vais lancer mon Nmap, Nmap va me dire ouais, t'as un port SSH, écoute, il est sur le 2222. Ok? Honnêtement, vous faites même pas perdre du temps aux pirates, ok? Puisque de toute façon, il va lancer un scanner de port, il va juste voir que ça a changé, quoi. Donc vous voyez, ça c'est techniquement de la sécurité par l'obscurité. Et vous voyez que ça fonctionne pas. Ici, et ça fonctionne pas en général. En fait. C'est un truc vraiment stupide. Mais bon, il y a plein de grandes boîtes qui y croient. Donc le service sera toujours scannable, hein, on pourra scanner le service. Scannable, ça se dit pas, mais bon, vous m'avez compris, et faire du fingerprinting. Donc, le but, hein, naturellement, quand on n'a pas envie de se faire attaquer, c'est naturellement d'essayer de cacher son service et d'offusquer son code, d'empêcher la rétro-ingénierie. Mais des fois, ça ne marche pas, comme je vous le disais. Donc, on a de l'open source, ok. Ces deux systèmes Snark et Suricata, ben, ça permet de protéger les réseaux en utilisant quoi? Eh ben, de la surveillance de réseau via des systèmes anti-intrusion, de prévention d'intrusion, ok. Donc, pfSense, c'est une sorte de routeur, enfin, ce sont des routeurs, ok, enfin, avec des pare-feux, en fait, hein. Vous avez des pare-feux, vous pouvez configurer un VPN et tout ça, ok. Et bah voilà, il faut apprendre, hein, si vous travaillez en blotting, il faut apprendre à configurer du pfSense, hein, gérer l'interface et tout ça, ou en ligne de commande, ok. Donc, c'est des solutions là open source, ok. Et on a un ensemble de règles en fait, hein. Vous savez que en blue teaming, on travaille beaucoup sur des règles. On a, par exemple, pour détecter les menaces, on a YARA, hein, Y-A-R-A, et ça va nous faire du fingerprinting. Et si jamais on retrouve la chaîne de caractères, ok, qui correspond à quoi une menace, eh ben on va pouvoir la détecter, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'utilisent d'ailleurs vos antivirus. Ok, c'est une des techniques. C'est ce qu'on appelle via des empreintes. Ok, via du fingerprinting. Vous allez télécharger la mise à jour de votre antivirus. Il va récupérer des nouvelles empreintes. Ok, et il va les comparer avec eh ben, les logiciels que vous utilisez, que vous lancez et tout ça. Et si jamais bah, l'empreinte match, c'est la même, eh ben il va détecter que c'est un logiciel malveillant. Ok. Donc il y a d'autres techniques, hein. Il y a de l'heuristique et tout ça, je rentrerai pas dans les détails, mais là c'est un peu le même délire. Grosso modo, on va essayer de détecter du trafic cette fois-ci malveillant, hein, trafic de logiciels malveillants, des reverse shell qu'on utilise, des payloads Metasploit, etc., Cobalt Strike, etc., et également de l'analyse Nmap. Donc pour nous, c'est un peu gênant puisque bah ça va être notre première étape, hein, c'est de lancer Nmap. Donc là, lui, il va chercher à nous détecter. Donc c'est le jeu du chat et de la souris. Ok. Donc après, vous allez pouvoir mettre des règles, hein, ce qu'on appelle des rule sets, des jeux de règles, et en fonction du trafic, on va pouvoir choisir de faire par exemple du drop, hein, c'est-à-dire que bah, si les paquets arrivent sur le routeur et on voit que c'est une requête de l'extérieur qui fait quoi? De l'analyse Nmap, eh ben on va dire au routeur, au pare-feu, bah écoute, tu coupes les communications, ok? Tu laisses tomber. Donc vous voyez là, c'est des listes, des rule sets snort installés sur un pare-feu psense, ok? Donc, c'est extrêmement utilisé, c'est utile, mais tout va dépendre encore une fois de votre jeu de règles, de votre liste de règles, hein. Si jamais elles sont mal définies, bah ça va entraîner des failles, ok? Si jamais elles sont trop strictes, vous allez bloquer une partie du trafic réseau et vos applications dans l'entreprise, elles vont pas marcher, ok? Donc ça marche très bien
mais il faut avoir une bonne cohérence au niveau de ces règles, que ça soit Snort ou Suricata. Ok? Snort est beaucoup plus vieux, maintenant on utilise Suricata. Donc, par exemple, la détection de la charge utile Metasploit pour une CVE 2013-3205, hein, elle va se faire ici. Là, vous voyez que le pare-feu détecte bien que c'est du Metasploit pour cette exploitation. Ok? Et là, on lui dit quoi? Ben, on lui dit tous les ports en HTTP. Ok? Via la variable quoi? Omnet, hein, donc mon réseau local, en fait, hein, si tu veux. Eh ben, toutes les communications de l'extérieur, tu me les bloques. Ok? Dès que tu détectes quoi? Ben, l'exploit qui va abuser de cette faille, de cette CVE. Ok? Donc, s'ils sont correctement configurés, la majorité des analyses Nmap peuvent être détectées. Pensez à ça. Hein, et c'est particulièrement vrai lors de l'utilisation d'un modèle de synchronisation agressive. C'est pour ça que je vous disais, quand on fait des vrais engagements, eh ben ouais, on va passer la journée à scanner une machine, mais on va faire du T0, ok? Et on va modifier le user agent pour essayer de se faire passer pour un iPad, un téléphone, ok? Mais surtout pas le Kali Linux de Toto, le hacker, ok? Donc là, on voit bien que, ok, démarrage de l'analyse Nmap vers le pare-feu, et bim, pas de chance, hein, on voit Snort qui dit au pare-feu, problème, attention, warning, 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 ok? Il dit quoi? Il dit priorité 2, protocole TCP, bah ouais, c'est du TCP scan. Là, on a différentes classes, hein, potentiellement du mauvais trafic, hein, malicieux, et tentative de leak d'informations, hein, de faire fuiter des informations. Ensuite, vous avez le source IP, le port de source, l'IP de destination, le port de destination, ok, et le JIT, le site, hein, Group ID et SID. Ensuite, on a la description avec éventuellement bah, la faille qui va être utilisée, où là, il nous dit bah, trafic entrant, hein, vers la base Oracle SQL port 1521, MySQL port 3306, etc., etc. Ok? Et c'est ce que je vous disais, vous voyez bien qu'en port de source, votre ordinateur utilise des ports, hein, aléatoires pour se connecter par contre à des ports fixes. On sait que MySQL c'est du 3306, ok? SQL 1521. Par contre, vous, votre machine, si vous attaquez, vous scannez, vous voyez que c'est le 52 661. Bref, tout ça pour vous dire, ou le 62, que bah, c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, on utilise des ports custo attribués dynamiquement, hein, comme je vous l'avais expliqué. Ça, c'est votre machine qui le fait. À l'inverse, pardon, c'est ça où je voulais en venir, à l'inverse des ports de destination, qui, quoi, si l'admin n'a pas fait quoi, n'a pas modifié les ports, pourquoi? Pour changer les ports en autre chose, typiquement, on va se connecter sur des ports qui sont fixes, qu'on connaît. Ok? Pardon. Ok? Mais après, on peut les changer aussi, hein, c'est pas un problème. Donc, si on utilise T3, Snort est capable de détecter l'analyse de port, 6 alertes, ok? Donc, qu'est-ce que je vous disais? T2, T1, T0, généralement. Ok? Bloqué par le pare-feu. Là, vous allez vous faire niquer la gueule. Ok? Et on voit que, bah, voilà. Qu'est-ce que dit Nmap? Il dit, ah, j'arrive pas. J'arrive pas. Host seems down. Hein, la machine est arrêtée. Elle est down. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va s'entraîner à scanner, justement. Ok? On va scanner l'instance. On a notre adresse IP. Je vais venir la récupérer. Et on va voir les différents types de scans. Et ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Donc, on va s'ajouter TBFC. On a quoi? On a un petit fichier qui s'appelle host. On va venir l'éditer. Et comme dans tous les fichiers de configuration, il est dans ETC sous Linux. Hosts, nano, c'était mieux. Donc, ça me permet quoi? Eh ben, de configurer le DNS. Ok, je lui dis, bah écoute, enfin, le DNS, plutôt le host, hein, le hostname, je lui donne un nom d'hôte. Ok, moi, ma machine, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle ScriptKitty.
home ou script kiddie. Ok? Là, je lui dis cette adresse IP. On va lui donner quoi? Ils veulent l'appeler comment? tbfc.blog. On va suivre leur exemple. Je sauvegarde. Ok? Pourquoi elle s'appelle script kiddie? Bah, parce que j'ai dit ma machine, la 127.0.0 ou la 127.0.1.1, ok? La passerelle, elle s'appelle script kiddie, ok? Mon localhost, c'est mon localhost. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, sous Linux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça, c'est l'utilisateur. Ça, c'est le nom de l'hôte de la machine. Moi, ma machine, comme vous l'avez vu, elle s'appelle script kiddie. Donc, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je peux pinguer l'adresse IP, c'est pas un problème. Mais pourquoi j'ai édité le fichier host? Eh ben, parce que maintenant, je peux utiliser le host. On a vu quoi? J'oublie tout le temps, mémoire de poisson, pbfc.blog. Ça marche aussi. OK? Grâce au fichier host, il sait que ça, maintenant, c'est égal à 10.10.13.29. Bah, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On lui a dit, bah, 10.10.13.29, c'est égal à ça. OK? C'est ça, ça. Et sous Windows aussi, vous avez un fichier host qui sert exactement la même chose, OK? Qui est présent dans ces deux points. Windows, système, 32, driver, pluriel ou simple, je sais plus, et vous avez votre fichier host qui est présent. .txt, je crois, sous Windows, ou host tout court. Ok? Donc ça, c'est fait, c'est bon. On a modifié le host, maintenant, on va voir comment on peut travailler dessus. Alors, notre ami Snort, en quelle année? Très très bonne question. On va aller voir. Je sais pas, je sais plus. C'est vieux comme le monde, mais tout est relatif. 98. Allez, comme la Coupe du Monde quand on a gagné. France-Brésil, 98. Ok. En utilisant Nmap sur 10.10.13.29, quels sont les numéros de port des trois services en cours d'exécution? Veuillez fournir votre réponse dans l'ordre croissant. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ben, on va essayer de faire un SSSV, hein, autant faire ça. Donc, on a dit quoi? Je vais faire un sudo, comme ça. Prenez l'habitude d'utiliser sudo pour pas être emmerdé, je vous ai dit. Parce que si vous faites ça, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Hein, vous allez faire quoi? Vous avez mis à jour votre truc, vous allez lui dire tbfc.blog, vous avez fait ça tout bien, et là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, eh connard, procédure. Donc, prenez l'habitude, ok? Donc, 80, 22, 33, 89, ok? Je peux aussi lui mettre quoi? SV? Pour avoir un petit peu plus de détails. Donc là, vous voyez qu'on lance le script d'énumération de services et versions, ça prend un petit peu plus de temps, ce qui est normal. Ok, mais là, on a plus d'informations. Ok, là, j'ai les numéros de version, les services, hein. Comparer ça avec ça. Ok, là, on a bien version service. Ok, S, V. Donc, on va répondre aux questions brièvement. Donc, le plus haut, on a dit que c'est 80, 80, 2022. Donc, 80 et le RDP, 3389. Si je dis pas de bêtises. Non, il veut pas. Ce que j'ai fait. Ben, si, mon gars. Ah, il n'y a pas d'espace. Ok, exécuter une analyse, fournissez CPN pour ignorer le CMP, pour déterminer si l'autre est en place. Ok, bon, pour lui faire un PN, si ça lui fait plaisir.
Voilà, on va s'en faire deux. Donc, on va attendre qu'il termine. Vous voyez que vous avez nettement plus de détails avec le A. Ok? Mais déjà, ça c'est bien, le SV. Ok? Là, qu'est-ce qu'il nous donne en plus? Ben, il nous donne au niveau du header, hein, il nous donne et il récupère dans le header, hein, vous savez, chaque requête HTTP, elle a ça, un header, un en-tête. On a le HTTP générateur, le titre et le header du serveur. Ok? Grâce au header, je sais quoi? Que c'est un Apache 2.4.9 ou Ubuntu. Mais bon, en même temps, quand je fais un SV, il me le dit aussi. Ok? Mais j'ai un peu plus d'infos. Ok? Ensuite, si on parle du 22.22.22 qui est du SSH, je récupère quoi? Bah, la version du serveur, c'est un Ubuntu 0.3, 4 Ubuntu, Ubuntu Linux, protocole 2.0, bref. Mais là aussi, je le récupère aussi. Donc vous voyez que c'est bien, mais déjà un SV, ça fait le taf. Ok, MST RxDP, bah ouais, là aussi, je le récupère aussi. Et après, il me dit quoi? Ok. Donc vous voyez que le SV, à la limite, des fois, c'est plus lisible. Ok. Mais on a quand même des informations. Là, je récupère quoi? Je récupère la clé publique, ok, en RSA, 2048 bits. Je récupère la clé ECDSA en 256 bits. Et je récupère la clé ED 25519 également en 256 bits. Ok, elles sont là. Donc ça me permet quoi? C'est ce que je vous le disais. Chiffrement asymétrique, clé privée, clé publique. La clé publique, je peux la donner à tout le monde. Qu'est-ce que fait la clé publique? Elle me permet de chiffrer. Par contre, la clé privée me permet de déchiffrer. Je ne la partage avec personne. Ok? Donc vous, c'est pareil. Votre clé privée, vous la gardez pour vous. Elle va permettre de déchiffrer n'importe quoi à partir de la clé publique que vous donnez à tout le monde. Ok? Mais vous ne pouvez pas utiliser la clé privée qui permet de déchiffrer pour chiffrer. Ok? Et vice versa, votre clé publique qui permet de chiffrer, vous pouvez pas vous en servir à la place de la clé privée qui permet de déchiffrer. Ok? C'est pour ça qu'on parle de chiffrement asymétrique. Deux clés, chacun a une fonction, une qu'on garde, une autre qu'on partage. Public, comme son nom l'indique, public. Privé, comme son nom l'indique, privé. Vous ne la partagez jamais. Et nous, quand on fait des tests ou des CTF, on va essayer de voler les clés privées. Si je vole les clés privées, j'usurpe l'identité, je peux me connecter en tant qu'un autre utilisateur. Ok? Ensuite, Nmap. La distro, on l'a. Quelle est la distribution la plus susceptible? Bah, c'est du Ubuntu, hein. On l'a vu. J'en montre un, hein. Linux kernel, Linux, Ubuntu. OpenSSH. Et pareil, serveur Apache, Ubuntu. NSE pour récupérer le HTTP title du serveur web, ok? Sur la base de la valeur blablabla blablabla. De la valeur retournée, c'est ça qu'ils veulent. Ok. Ok. L'avantage du A, c'est que vous aurez le HTTP title. À quoi pensez-vous? Ah, bah un bloc. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir, on a quoi?
Le HTTP, c'est torché. Il nous reste du SSH. On va aller requêter, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on va aller dans la partie... ouais, on peut s'amuser, vol, on peut essayer. Donc, vous voyez, vous avez tout, hein. Nessus, Core Impact, tout ça. Donc, vous avez plus, hein, vraiment, les outils network de sécurité. N'hésitez pas, hein. Vous voyez que sur SecTools, il y a plein de choses. Vous aurez toute la documentation Nmap, mais ça vous apprend également à faire des scans, de l'offensive, comprendre la cybersécurité. Exploitation, ça dit quoi? Hein. Les outils pour faire de l'exploit. Ok, Canva, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est quoi? C'est Nmap, ok? Les papas de Nmap, c'est Sectool. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux bah, le guide de référence, ok? Et vous voyez que j'ai pas mal de choses. Moi, je voudrais bien un petit peu quoi? OS détection. Je voudrais bien NSE, hein, récupérer les script engine. Et donc, pareil, je vous conseille un jour dans votre vie bah, de lire tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cleaner, je peux faire un type P nmap. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un cd user pin nmap. Alors, locate NSE. Où ils sont ces putains de scripts? Alors, on peut faire une recherche là-dedans, c'est trop compliqué. Ça sert à rien. On peut avoir les scripts là, c'est pas trop vous demander. Merci. Ok. Nmap scripting. On y arrive. Donc, si je dois faire du discovery, par exemple, hein, qu'est-ce que je peux faire? Bah, on va chercher. On a vu quoi? FTP. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, je peux peut-être lui demander de lancer ce script. Ok. Comment on va faire? Je vais dire exit. Ok. Je vais nmap. Ok, parfait. Mais je veux quoi? Je veux le script.
le port 21 et le script il s'appelle le FTP. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est du SSH. Wow. Ok. ASCII, SSH NM. Alors, est-ce qu'on peut peut-être en passer plusieurs à la fois? On va essayer. Donc, on a vu quoi? Que c'est du SSH. Donc, je recommence ma commande. Le port, c'est le 222. Et, et le script, on va tester ça. Bien sûr, ça fout la merde. Donc, si c'est comme les ports, je fais un une virgule, espace. Ça devrait le faire. Ok, IDECO SSH2, il comprend pas. Semblant, ça donne quoi? Ouais, donc il faut pas mettre d'espace. Voilà, donc là, il exécute les deux scripts, ok, que je lui demande, et on voit qu'il nous récupère toutes les infos, hein, sur les algos utilisés par SSH, hein, de cryptographie. On voit le Diffie-Hellman, hein, au niveau des challenges. Donc ça, c'est le nom des informaticiens qui ont trouvé tout ça, le HMAC, le UMAC, ok, tous la crypto, hein, qui peut être utilisée, les différents algorithmes et les clés. Ok? Donc, vous voyez comment on peut faire de la reco, hein. Là, je fais de la discovery, mais on peut aller plus loin. Donc là, c'est du SSH, on n'a rien d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire de l'exploit. On peut, je vous disais, on va essayer d'attaquer, hein, autant faire un truc un peu sexy. Là, qu'est-ce que je fais? CTRL F, on va chercher SSH. Il n'y a rien sur SSH, c'est dommage. Apache. Ouais, OpenSSH. On va voir s'il n'y a pas du OpenSSH. Là, ok. XRDP, on va essayer de trouver. Non, pas de vol. Qu'est-ce que je peux faire alors? Ah, en BP, on va essayer d'utiliser ça. Donc je recommence, je change de port. Imaginons que cette fois-ci, je veux attaquer le RDP sur le port 3389. Je lui dis, écoute, lance le script là, s'il te plaît. Ok. Dit to debug. Donc il y a un souci. Pas de chance. Bad argument to unpack. Ça a envoyé une erreur. MS12 NSE. Alors peut-être parce que c'est du XRDP, ça le fait planter. C'est pas du RDP tout court. Mais bon, vous voyez la logique. On a testé. Revenons, revenons sur notre discovery. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? RDP. Justement. Hop. RDP New Encryption. RDP. Voilà. On va prendre les deux là. Histoire de s'entraîner. Copier.
Dire 33. Voilà. Donc là, oh, le chiffrement qui est utilisé pour le RDP, les protocoles qu'on peut utiliser pour se connecter en bureau à distance. Je peux utiliser mon autre script si je veux. Et NTLM, il n'y a pas de NTLM visiblement. Donc voilà, vous voyez que j'ai un paquet de trucs, d'autres scripts, ils sont tous là, les 600. Et bah voilà, chacun a son utilité. Vous pouvez détecter les failles, vous pouvez également attaquer. Après, à vous de voir, de creuser. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.